Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Il n'a pas pu voir que le peuple n'est pas dupe. Oui. Cette agitation-là prouve que... À peine on a lancé l'appel de dépôt de candidature, oui. Les meetings ont commencé. L'expression chère à mon ami Daïa Safou, oui. Ils étaient dans des stratosphères. Ah oui? Ils rêvaient. C'est vrai que Jean-Jacques Rousseau dit que les meilleurs rêveurs sont ceux qui rêvent même de l'impossible. Oui. Mais ce rêve-là doit être pragmatique, réel, lié à la réalité. Mais on rêvait à vue. Ils ont navigué à vue sans comprendre que le compte à rebours a commencé. Quand bien même lorsque la Commission électorale nationale indépendante annonçait le calendrier des élections, le début du dépôt des candidatures pour le 15 avril, ils ont dit non, ça ne devrait pas, c'est pas vrai, ils vont reporter. Et quand c'est le 15, on frappe, il y a eu de l'agitation dans les États. Et on sent que rares sont ceux qui ont mobilisé des budgets. Les candidats envoyés, ils ne sont pas prêts. Il y en a même. Il y a quelques galigots qui sont faits à la main. Oui, et encore que nous sommes de ceux qui avons eu des preuves, que beaucoup qui disent nous sommes prêts, ils ne sont pas prêts. Ils agitent juste pour solliciter un dialogue en vue d'un glissement global. Ah, c'est pour ça qu'il parle de consensus. Voilà pourquoi il parle du consensus. Mais le pouvoir de combine a pris fin. Aujourd'hui, n'ayons pas peur d'affronter le souverain primaire qui seul, dans une démocratie, a la capacité de lever et de descendre, qui que ce soit, en commençant par le président de la République. Donc nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire en faisant une autodestruction pragmatique, en voulant crier tout haut et fort démocratie et élection, et quand la démocratie arrive, on fait sans honte un revirement à 90 degrés. C'est pas sérieux. Mais justement, une question par rapport à ces lancements de dépôt de candidature, au provincial d'abord. Est-ce qu'il est qu'en même temps que chaque gouverneur, chaque président d'assemblée provinciale, chaque élu, on a vu par exemple dans chaque assemblée provinciale, il y a eu tellement de crises, que ce soit ici à Kinshasa, province orientale, partout. Est-ce qu'ils vont commencer par se justifier par rapport à l'improductivité de ces assemblées, par rapport parfois à l'intervention du pouvoir central, par rapport à eux-mêmes? Ils ne se justifieront pas. Parce qu'on a quand même vu le taux de renouvellement. Ils ont un degré aux élections, les législatives, a été très faible. Jean-Marie Kassamba, ces gens ne se justifieront pas parce qu'ils ont tellement atteint le degré d'inconscience qu'ils sont même inconscients de leur inconscience. C'est-à-dire quoi? Vous avez un député provincial qui ne sait pas établir un distinguo entre loi et un édit. Vous pensez que c'est à leur niveau? Oui, un édit c'est à leur niveau. La loi c'est au niveau de la députation nationale, l'Assemblée nationale. Mais un député provincial ne sait pas que l'organe délibérant provincial ne peut pas produire une loi. Il produit un édit. Vous attendez quoi? Bon, pas tous quand même. Monsieur. Je parle de la globalité, surtout dans des provinces où pour être élu député provincial, il s'est agi juste de s'être vertueux à produire beaucoup de gîtes de poissons. On est élu député provincial. Un monsieur comme ça va parler poisson dans l'organe délibérant provincial. Moi, je félicite le fait que la CENI soit allée rapidement pour leur prouver qu'elle joue sa partition. Le Parlement a joué la sienne en produisant la loi. Le gouvernement, Matata Ponyo, est prêt à financer, ne fût-ce que palier par palier. Les élections provinciales, allons-y. Mais je ne peux pas finir cette première partie de l'émission sans remettre les pendules à l'heure par rapport au fait que si vous nous invitez ici, vous ne nous invitez pas en tant qu'homme, vous nous invitez en tant que cerveau. Donc nos consoeurs, les consoeurs qui ne viennent pas, même Barbara Zimbi qui a été invité ici la dernière fois ou pendant le mois de la femme, je ne crois pas qu'elle a été invitée comme femme. Le club 50 a eu besoin de son cerveau. Il y a nos collègues femmes qui réclament venir, mais je suis convaincu quand on les invite, elles ne viennent pas. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de cerveau chez nos confrères. Il y en a, voilà pourquoi. Mesdames. Et là, donc, nous sommes ici, c'est parce que
nous ne sommes pas hommes en H minuscule, mais nous sommes hommes en H majuscule, comme toutes les autres femmes, pour qui la porte est ouverte. Donc ce distinguo-là, entre hommes et femmes, là où on doit parler science et nation, je n'y souscris pas. Comparons-nous, millimétrons-nous à la compétence. Vous serez confondus lorsque nos concerts seront ici. Ça, je vous préviens. Daniel Safou, oui, je vous tenais à la parole, il n'y a pas de problème. Question précise par rapport à cette élection, enfin ces élections provinciales. Bon, je sais que vous auriez voulu qu'on renouvelle quasiment toute la classe politique. Tout à fait. Mais apparemment, tout le monde maintenant qui n'a pas produit des résultats, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau des provinces. Les sénateurs, ils pensaient que tout devait commencer par la présidentielle. Ils sont un peu surpris là. Non. Les meetings ont commencé. Avec quels moyens maintenant ils vont pouvoir le faire? C'est fait normal qu'on commence par les élections provinciales. Je prends le cas de la ville de Kinshasa. Oui. Ils se sont mis d'accord. Construisons des maisons, faisons n'importe quoi. Et les gouverneurs et l'Assemblée provinciale, ils se sont mis d'accord. Personne ne dénonce l'autre. Donc je peux piller, on se met d'accord, nous partageons les bitins. C'est ça. Regardez à Lingwala ici, combien ils vous construisent des maisons. Personne ne dénonce. Signe de son côté construit, l'autre construit. Pas d'attaque personnelle. Non, on apprécie des choses les gouvernements provinciaux à travers la République. J'ai dit des choses parmi les provinces où il y a des crimes, c'est pas contre l'humanité ou des crimes contre la gestion. Nous devons relever la vie de Kinshasa. Choisissez vos mots. Non, ce sont les mots qui conviennent, ce sont ces mots-là. Parce que s'il faut gratter, il se passe des crimes dans la gestion de la vie de Kinshasa. Excusez-moi, peut-être par infirmité du langage, on aurait cherché d'autres mots. Mais je préfère encore crime, mais c'est beaucoup plus... Choisissez vos mots. C'est beaucoup plus... La question était de savoir, est-ce que le peuple... vous allez par exemple en province orientale, ou vous allez peut-être à l'Équateur. Oui. À l'Équateur, on n'a pas vécu un seul mois sans qu'il y ait des crises entre l'exécutif et la représentation provinciale. Au Sud Kivu, il aurait fallu attendre l'arrivée des Marseillais Chisamo pour que ça se calme. Oui, Kasaï oriental, occidental surtout, on a vu, c'est un balai de gouverneurs qui s'est passé là-bas. Dans le Bandundu, Kamisendou est venu, mais finalement, à Kinshasa, il y a la stabilité depuis le début, il n'y a jamais eu de gouverneur qui est parti. Une stabilité liée à la corruption. C'est ça la stabilité qu'on trouve à Kinshasa. Ça, c'est vos mots. Une stabilité liée à la corruption. C'est démontrable, j'assume ce que j'ai dit. Oui, mais... Une stabilité liée à la corruption. Si on vous demandera les comptes, vous allez dire, oh non... Là, de ce côté-là, j'ai des documents, Autrement dit... Je suis à l'aise, il faut démonter la maison. Autrement dit, les sénateurs sont concernés aussi. Oui, ils sont parce que c'est la conséquence directe. Mais Kengo doit à la retraite. C'est l'occasion par excellence. Je ne dis pas d'invectives personnelles. Mais c'est ça, j'ai dit, il doit à la retraite. Mais pourquoi à la politique, il n'y a pas de retraite? Non. S'il n'a jamais de retraite en politique, parce qu'en fait, M. Jean-Marie, les élections, c'est la fête de la démocratie. C'est la fête de la démocratie. Lorsque les élections ne sont pas bien organisées, il ne faut pas s'attendre à cette fête-là de la démocratie. C'est ça d'ailleurs la beauté de la démocratie. Ce que nous attendons, il faut qu'il y ait des gens qui doivent à la retraite. On ne doit pas avoir des éternels politiciens, non. Mais si vous allez aux États-Unis, la famille Bush, ils sont là depuis. Hillary Clinton, elle a plus de 70 ans, elle va aller... Ne comparons pas les degrés. Vous savez, Lutundu l'a dit une chose de grand ici, cet après-midi. Nous sommes partis des transitions en transition constitutionnelle. Oui. Mais nous n'avons jamais réalisé, n'est-ce pas, notre passage mental. On est restés les mêmes. Il y a eu des transitions constitutionnelles qu'on a connues, mais si le plan mental, n'est-ce pas, dans l'espace politique... Mais Kengo n'a rien à voir dans ce que vous dites. Les mêmes. Kengo n'a rien à voir. C'est lui d'ailleurs le maître du jeu, dans les coups bas, dans les transitions, dans les sales choses. C'est lui d'ailleurs le maître du jeu. Je l'ai dit tantôt ici, si vous voulez détruire le Congo, allez-y chercher l'expertise chez lui. Il en a l'expertise pour faire du mal à ces pays. Non. Mais je vous dis, c'est quoi? Mais moi je procureur général, premier ministre, président, sage. Moi je crois que dans tout cela, parce qu'il y a Harold qui a parlé qui a fait allusion, le gouvernement va financer. Il y a un danger qui nous guette. Lequel? Les dangers qui nous guettent, évidemment, les dangers, c'est les glissements, qu'on se les dise. C'est des glissements. Mais les glissements, le calendrier là? Mais les glissements va avoir lieu, qu'on les veuille ou pas. Les calendriers en soi déjà prévoient les glissements.
Je prends le cas de la loi, n'est-ce pas? Mais si on a déjà renouvelé, déjà on a les provinciales, on a déjà les députés, les sénateurs. Mais c'est Jean-Marie, il y a des choses sérieuses qu'on doit les dire, les gens nous suivent. Oui, lesquelles? Vous avez, n'est-ce pas, la loi sur la répartition des sièges. Ça traîne encore depuis le 5 avril. Quand vous prenez, n'est-ce pas, les programmes de la CENI, il était prévu que la loi sur la répartition des sièges se réalise le 5 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 4e. Il y a contradiction de la faisabilité des choses. Donc, nous allons droit, n'est-ce pas, aux dégâts. Nous risquerons de tomber sur des chaos. Il y a encore un autre aspect, parlons des élections provinciales. Cette histoire d'installation, n'est-ce pas, des commissions. Non, des nouvelles provinces. Oui. Ça a une incidence, n'est-ce pas, sur les délais constitutionnels. Ça a une incidence parce que ça ne favorise pas les élections en tant que telles. Vous comprenez? Nous ne devons pas aller aux élections pour enfin créer les problèmes. Mais vous nous devons aller aux élections pour qu'il y ait une fête. Vous comprenez? Je fais allusion, je dis, personne ne va me contredire. La CENI dans son programme prévoit la loi sur la répartition des sièges. Cette loi n'y est pas. La CENI est en train d'établir, notamment sur deux choses. Il est en train d'établir sur la loi de 2011, ce qui est grave, une ancienne loi. Vous comprenez? La CENI est en train, n'est-ce pas, d'évoluer sur la base d'un fichier électoral, n'est-ce pas, de 2011. C'est dangereux. Mais alors nous préparons quoi? Nous préparons les désordres ou nous préparons réellement la fête de la démocratie en tant que telle? Kamer avait dit, on a déjà la loi qui est pas mal, on peut s'en inspirer pour ne pas faire une nouvelle loi. C'est pour ça qu'il y a eu les manifestations du 19 et le 20, en mois de janvier. Rappelez-vous? Non, les manifestations du 19 et le 20, là, les lions tranquilles agressés par rapport à la loi électorale, l'article 8, l'alinéa 3. C'est par rapport à ça. Ceux qui ont profité, où le peuple a refusé cette loi qui conditionnait les élections. Oui, mais ils ont mal expliqué à la population. Il n'y avait pas de rapport. Lui dort Balekela, c'est le nom. Merci. Oui, je voudrais juste placer quelques mots et peut-être apporter un peu de détails techniques sur le processus électoral. D'ailleurs, ça ne croit pas beaucoup. Hein? Oui, je n'engage pas la loi sur la répartition des sièges, le fichier électoral de 2011. Je n'engage pas c'est inattaquable ce que j'ai proposé. Je n'engage pas la Commission électorale nationale indépendante. Oui. J'ai fait partie des journalistes qui font le suivi de près du processus électoral. Je voudrais d'abord rassurer mon confrère bienvenu qui a émis une certaine crainte de voir les élections provinciales dissociées des élections locales. Non, je vous confirme que l'élection aura lieu le même jour, aussi bien pour les députés provinciaux que pour les conseillers des secteurs, des chefferies, ainsi de suite. Seulement, en ce qui concerne le dépôt des candidatures, on prévoit une vingtaine de jours pour les provinciales, tandis que pour les locales, parce qu'on aura beaucoup de circonscriptions dans les chefferies, dans les secteurs, on prévoit plus ou moins 60 jours, mais l'élection aura lieu le même jour, aussi bien pour les députés provinciaux que pour les conseillers municipaux, les conseillers des secteurs, ainsi de suite. Et on aura tout simplement deux bulletins de vote, c'est-à-dire un bulletin pour les députés provinciaux, un bulletin pour le conseil communal ou des chefferies ou des secteurs selon les scrutins concernés. Alors, en ce qui concerne, merci bien. En ce qui concerne le découpage territorial, je me dois de rassurer les confrères que ça n'a aucune incidence sur l'organisation des élections. Ça, c'est un détail technique, vous pouvez le vérifier, donc ces craintes sont apaisées. Il peut s'apaiser. Le démembrement du Congo en 26 provinces a été déjà dans le plan opérationnel de la CENI anticipé. Et si aujourd'hui vous vous déployez à travers ce qui est en train de devenir les 26 provinces de la République, vous trouverez qu'il y a déjà des représentations de la CENI pour pouvoir réceptionner les candidatures et puis organiser les élections. Ça, c'est un pas vraiment qui a été déjà fait par la CENI. Il n'y a pas d'incidence quelconque du découpage territorial sur l'organisation des élections. En ce qui concerne le budget, parce que beaucoup en ont parlé, on a suivi même les députés nationaux qui sont censés... Le tourneur a fait une question. Oui, une question orale que j'ai aimée parce que ça nous a permis quand même d'avoir des détails importants sur l'organisation des élections, mais aussi sur le découpage territorial. Même si c'est pas Beauchamp qui donne l'argent. Hein? Oui, tout à fait. Il aurait fallu poser la question au ministre des Finances. Et puis c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Donc je crois que c'est l'Assemblée comme le vice-premier ministre de l'Intérieur qui est censé trouver des moyens pour subvenir à l'organisation des élections. Si quand j'essaie de faire un regard rétrospectif sur 2006, on voit par exemple qu'il a fallu démobiliser 590 millions de dollars pour organiser 2 scrutins seulement, législatifs et présidentiels.
En 2011, on a mobilisé autour de 470 millions pour 2 scrutins uniquement, présidentiel et législatif national. Oui. En 2016, la CENI a besoin de 1 milliard plus ou moins 400 et c'est un budget pluriannuel conçu avec la participation des experts de la MONUSCO et du PNUD, tout en sachant qu'il y aura la part du gouvernement de la République mais aussi la part de la communauté internationale, même si la contribution de la communauté internationale n'est pas une exigence constitutionnelle. Nous pouvons dire, s'ils ne donnent pas jusqu'à présent, il n'y a aucun sou, d'après mes informations, puis il y a une de la communauté internationale versée pour l'organisation des élections au Congo. Et même les 20 millions des États-Unis d'Amérique qui n'ont été annoncés que par voie des médias, allez regarder partout, il n'y a aucune trace du versement de cet argent-là. Nous aimerions que nos amis américains versent cet argent-là pour pouvoir justement aider le Congo à organiser les taux de renouvellement. Donc il n'y a pas de crainte en ce qui concerne le budget. C'est d'abord un problème technique qui nécessite une certaine expertise. Ce n'est qu'un outil pour matérialiser la politique électorale du Congo. Ce sont des prévisions. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors pour revenir sur ce que les amis ont déjà dit avec beaucoup de pertinence, moi je crois que notre peuple doit ouvrir l'œil et le bon cette fois-ci. Pour se choisir des bons députés parce qu'ils ont déçu. Le taux de renouvellement. Voilà, il faut renouveler la classe politique en commençant par les députés provinciaux. D'abord, pour la plupart, parce que vous savez, pour la ville de Kinshasa par exemple, nombreux ont été élus dans des communes, nombreux ont déménagé, ceux qui étaient se retrouvent à ma campagne, les autres se retrouvent à la Gombe, ils ont abandonné les électeurs, et donc ce sont des gens, je crois qu'il faut que la population soit très sévère vis-à-vis d'eux. Où est-ce qu'ils habitent? Où est-ce qu'ils habitent et qu'est-ce qu'ils ont réellement fait? Combien des vies ils ont défendu pendant 8 ans dans leurs assemblées respectives. Ils ont fait preuve. Et vous allez continuer à parler. Comme par hasard, rares sont ceux qui se sont distingués. On ne les a pas vus défendre avec des édits significatifs. Pourquoi cette impersonnalité un peu... Voilà, c'est ce que j'appelais ici, c'est ce que j'appelais ici l'incompétence démocratique des députés provinciaux. Pendant les 8 ans, ils n'ont fait qu'attiser le feu dans les assemblées provinciales. Ils ont été manipulés comme des beignets à l'aide de la fourchette par les gouverneurs qui ont acheté leur conscience et ils n'ont rien fait du tout. Et aujourd'hui, ils vont encore se présenter pour demander encore le suffrage du peuple. Nous demandons que le peuple soit vigilant et que la classe politique soit... Donc vous commencez à distribuer les points maintenant. Et il faut justement appuyer ce qui est en train de se faire en ce qui concerne les élections. Ceux qui ont peur doivent se débarrasser de cette peur, s'organiser convenablement. Et ici, je voudrais lancer un appel pressant à l'endroit de la société civile qui doit effectivement sensibiliser les électeurs pour pouvoir, n'est-ce pas, voter en fonction des projets des sociétés et non pas voter de l'argent, voter des biens que ceux qui ont amassé... Voilà, parce que nous craignons de revoir encore les gouverneurs qui ont dirigé pendant 8 ans à la tête des mêmes provinces parce qu'ils ont eu le temps d'amasser de l'argent pour aller encore corrompre les électeurs qui seront les députés provinciaux et se retrouver encore là-bas. Il faut renouveler le Sénat qui, quand bien même les sénateurs avaient déjà perçu leurs émoluments, continue de manière illégale à toucher l'argent du pays. Mais il paraît il faut vérifier cette information qu'on les a même leur a acheté de nouvelles voitures. Voilà. Les sénateurs. Souvent c'est en compensation, on fait des prélèvements sur les émoluments. Là n'est pas le problème, mais le fait qu'ils aient déjà touché les émoluments et qu'ils continuent. On ne parle pas de la violation de la Constitution. Mais lorsque d'autres matières surgissent, en ce moment-là, on mobilise la rue pour pouvoir agir. Je crois que c'est de bonne guerre. Daniel, ça vous devrait se mais il faut que l'intérêt... Pas seulement du numéro 1 du Sénat. L'intérêt majeur de la population soit mis à l'avant-plan. La société civile a un grand défi. Les partis politiques doivent savoir qu'il y aura au moins 77 bureaux de vote pour les élections qui seront ouverts à travers le pays. Et il faut 77 000 bureaux de vote. Et il faut aussi préparer les témoins qu'on ne va pas ramasser dans la rue, mais qu'on doit former pour pouvoir surveiller. Et des témoins qu'on paye aussi. Parfois, on abandonne les témoins dans les bureaux de vote et on ne les paye pas. Il faut aussi aligner les candidats à tous les niveaux, dans toutes les circonscriptions, moi pour les partis à vocation nationale. Et il faut relever ce défi. Pour que Daniel Savon ne dise pas que ce sont les élections calamiteuses mal organisées. Voilà, je termine en disant que les élections locales sont très importantes parce que le bourgmestre, les administrateurs des territoires ont géré leur... Je récupère les minutes, je récupère mes minutes parce que les gens ne peuvent pas traduire. Alors, tous ces gens-là ont géré leurs entités sans aucun contrôle. Mais lorsqu'on installe les assemblées pour les chefferies, ce qu'on appelle les conseillers, les conseils de chefferie, les conseils de secteurs et consorts, des communes, on a la possibilité de contrôler la gestion de ceux qui administrent, de réclamer la rétrocession et de s'atteler aux problèmes de développement
effectivement, à la base, c'est ce qui va impulser même... merci beaucoup. Donc, avant de vous donner la parole, Daniel Safo, j'aimerais quand même bien venir, vous qui maîtrisez les mécanismes, on va dire, économiques, financiers, par rapport à ces élections provinciales. On nous a expliqué que, souvent quand on parlait avec des gouverneurs des provinces, les élus le provinciaux, etc., ils disaient toujours, on n'a pas le pouvoir, on attend tout l'argent de la rétrocession, etc. Est-ce que maintenant, ça sera l'argument des campagnes? Est-ce qu'ils vont dire aux gens, non, non, on n'a pas eu les moyens pour développer les ponts, les câbles qu'on vous avait promis, on n'a pas pu les amener parce que... Est-ce que ceux qui vont arriver maintenant avec des moulins, des choses pour distraire la population, seront les bienvenus? Bon, Jean-Marie, il y a un débat qui est maintenant en vogue par rapport au budget de l'État, lancé par l'ancien Premier ministre Muzito. Oui. Un débat de fond, à mon sens. Qu'on devrait autour de quoi? De la consolidation ou du moins débat tout court? Enfin, budget tout court. Parce que lui, il a été au budget pendant longtemps. Le budget et les provinces. Oui. Parce qu'il se pose un vrai problème dans la décentralisation. Il se fait que le gouvernement central, jusqu'à ce jour, garde par derrière lui les 40% de la rétrocession. Et ne transfère que plus ou moins 10%. C'est à peu près... Mais il fait jouer la péréquation, le gouvernement? Non, il n'y a pas de péréquation jusque-là. C'est ça le vrai drame. Ça et ce débat-là, les provinces qui ne sont pas l'émanation du gouvernement central, les provinces sont l'émanation de la Constitution. Du peuple. Oui, c'est la Constitution qui a décidé que les provinces devraient avoir des pouvoirs politiques. Des initiatives, notamment sur donc, le plan... attention à la source. Les initiatives sur le plan de la santé, avec la décentralisation, la santé, l'éducation, l'agriculture et les affaires coutumières relèvent exclusivement des provinces. Et pour ce faire, pour que ça puisse bien fonctionner, pour que ça puisse être bien huilé, le législateur, dans sa sagesse, a estimé que le gouvernement central devrait rétrocéder, devrait transférer 40%. Ça ne se fait pas jusqu'aujourd'hui. Ça va poser problème. Le débat là, qui doit être abordé avec responsabilité, ferait en sorte que quand on... Mais est-ce qu'on ne va pas créer des républiquettes? Une des provinces qui produit plus va dire, bon, moi je garde tout chez moi, c'est justement à ce moment-là que la caisse de péréquation va intervenir. Les provinces qui sont moins nanties pourraient demander au gouvernement central de leur accorder un peu plus. Donc, le gouvernement central qui a un regard global de la situation, il pourra voir ici il y a un peu, je donne un peu plus, là-bas il y a moins, je ne donne pas. Ce sont des arbitrages qui doivent se faire. Mais pour ce faire, il faut qu'aujourd'hui, la République se décide finalement. Est-ce qu'on va transférer aux provinces et les prérogatives ainsi que le moyen qui doivent suivre? Tant qu'on ne l'aura pas fait, nous risquons d'avoir des coquilles vides. Parce que nos provinces aujourd'hui sont des coquilles vides. Les copinages qu'il y a entre les gouverneurs et les députés provinciaux. C'est que Daniel Safo dénonçait tout à l'heure. Ils n'ont pas tort. Tous les éléments, ils n'ont pas tort. Les gouverneurs, pour être calmes, ils se disent, ben, je me mets en copinage avec les députés, je suis calme. Dans l'autre temps, le budget d'investissement est géré à partir de Kinshasa. Lorsqu'on construit 1000 écoles, c'est dans le budget d'investissement des provinces. Parce que les provinces n'ont pas... Si le gouvernement provincial mobilise au niveau des régies financières de l'argent et qu'ils réinvestissent comme ils ont fait pour les 1000 écoles ou pour les hôpitaux. Non, Jean-Marie, les 1000 écoles, ça devait être... la province du Bandundu devait décider... C'est une... 5 écoles, s'il vous plaît, 1000 écoles. C'est une prérogative exclusive, constitutionnellement exclusive aux provinces. Les écoles devaient être construites par les provinces. Mais il s'est posé un problème, la capacité d'absorption. Des projets. Oui, il y avait l'ancien Premier ministre. Parce que le ministre dit, enfin le ministre de l'Éducation dit, on a l'argent, mais les projets ne sont pas là. Ne viennent pas. C'est justement le problème des capacités d'absorption. Les provinces n'ont pas ces capacités, ce qui est une réalité, mais cela est également de la responsabilité du gouvernement central de les pousser, de donner l'impulsion nécessaire pour que les provinces puissent avoir ces capacités. On a connu comme ça une situation où on avait des crédits orphelins, des crédits qui manquaient d'affectation d'un côté, et de l'autre côté, on avait des excédents budgétaires. Alors que les défis dans ces pays sont énormes. On ne peut pas parler d'excédent budgétaire dans un pays comme le nôtre. Il y a des moyens, enfin, il y a des problèmes. Des problèmes. On dit qu'il y a de l'argent à la banque. On ne sait pas quoi en faire. Oui, mais parce que le PNU de tout conseil est là pour... Vous vous rendez compte, Jean-Marie, dès que nous aurons donné aux provinces leur capacité politique à prendre les initiatives, ainsi qu'on leur aurait doté de moyens pour se faire,
on peut avancer vers le développement. C'est pourquoi ce débat, il est nécessaire de l'aborder sans passion. Pas à la manière de Lutundu, là. Il s'est jeté dans la barre. C'est mon tour. C'est votre tour, allez-y. Il va mobiliser, on va lui donner. À l'explication savante de mon ami Bienvenue Marie Bakomania, j'ajoute un bémol. Lequel? Parce que cette connaissance est souvent récupérée par des humoristes politiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le découpage de la République en 26 provinces est salutaire. Oui. Même ceux qui semblent le combattre aujourd'hui se sont battus hier pour que leurs villages respectifs deviennent des provinces, des chefs-lieux de province. Pas d'attaque personnelle. Il n'y a pas d'attaque personnelle, c'est une analyse. Je vois votre regard. Lorsque cela devient promulgué, lorsque cela devient une réalité, oui, il y en a qui en font des interpellations en se trompant d'individus. Je me demande au nom de quoi un vice-premier ministre de l'Intérieur peut répondre à la question de savoir d'où viendront les finances. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Alors, nous devons plutôt nous rendre compte à l'évidence que le point commun entre la décentralisation et le fédéralisme, c'est le rapprochement du gouverné du gouvernant. Lorsque le gouverné est trop proche du gouvernant, des solutions rapides sont trouvées par rapport aux besoins pour un développement rapide. Le bûcheron de Kabekamanga chez moi peut trouver son administrateur de territoire qui a son autonomie et qui peut se décider un matin pour qu'on remblaye une rue vers la paroisse catholique Kenankuna sans recourir au gouverneur Mweka Sange. Mais est-ce que le problème ne va pas conduire aussi à la mégestion lorsque l'autonomie va se Non. Dans la décentralisation, tout comme dans le fédéralisme, je le dis sous... Qui va contrôler qui dans ce cas? Je le dis sous contrôle de tous les constitutionnalistes. Il y aura des petits chefs. Bocha, Blutundula lui-même et consorts. Oui. Il y a toujours de matière exclusive au gouvernement fédéral et au gouvernement fédéré s'il faut parler de fédéralisme, oui. Et au gouvernement provincial et au gouvernement central s'il faut parler de la décentralisation. Il y a aussi des matières communes qui doivent être co-gérées par les deux gouvernements. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Il suffit, Jean-Marie Kassamba, de poser la question aujourd'hui à la population du Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema, si elle peut se remettre encore ensemble. Parce que le découpage n'a pas commencé avec Joseph Kabila, il a commencé depuis longtemps. Mais il suffit de constater le développement rapide que les trois provinces ont atteint aujourd'hui par rapport à leur unicité antérieure, pour que l'on comprenne. Et même le Congo central de l'époque, qui regroupait le Bas-Congo, le Bandundu et Kinshasa. Vous pensez que si nous étions encore une seule province, le Bas-Congo que mon ami Daniel Safador avec Mbadou pouvait atteindre le développement. Non, ça ne pouvait pas arriver. Alors, il faut qu'on arrêter des dilatoires pour faire comprendre que si il y a des pays dits développés aujourd'hui, en commençant par la France et les États-Unis, je me limite là. S'ils sont ceux qui sont aujourd'hui, c'est grâce au fédéralisme. Ce sont les États, la départementalisation en France et le régionalisme constitutionnel. Donc, quand on est en perte de vitesse en tant que politique, on doit éviter de livrer le peuple à l'administration. Ne pensez pas qu'il est en perte de vitesse. Je ne parle pas de l'autonomie, je parle de la décentralisation. Il a fait sa meeting aujourd'hui, on a vu qu'il avait des militants dans son parti. C'est quoi? Il a un parti politique, il s'appelle comment? Je ne connais pas ce parti. Vous se souviendra de Lutundula dans ces pays. Oui. Je l'ai dit, j'affirme. Oui. Quand il dit que le découpage n'a pas commencé avec Joseph Kabila, nous sommes partis de combien de provinces? 6 provinces. 6, c'est passé à 9. 9, 11. Il y avait 21 aussi, hein? 21 provinces. Oui. Mais ça, c'est bien processus. Ça oui, ça c'est bien processus. Il se pose un problème de moyens. Si aujourd'hui nous avons du mal, n'est-ce pas, à entretenir nos fonctionnaires,
Mais nous allons maintenant dans des découpages, nous allons, n'est-ce pas, multiplier les fonctionnaires qui ne seront pas en mesure, n'est-ce pas, d'entretenir. Jean-Marie faisait allusion, n'est-ce pas, ici, pardon, bienvenue, oui. A fait allusion ici à la rétrocession qui pose, n'est-ce pas, un sérieux problème. Un vrai sérieux problème. Donc, Kabila ne doit pas nous léguer un Congo chaotique. Je crois que la configuration actuelle du Congo lui revient. Il doit en être fier. Mais si aujourd'hui nous tenons mordicus à ce que nous puissions partir au découpage, ça c'est un échec déjà prévisible. Parce qu'on n'a pas des moyens. On n'a pas des moyens, on n'a pas suffisamment de moyens. Soyez pas pessimiste. J'en arrive. Oui. J'aimerais partir, n'est-ce pas, de la conclusion de Lutundula. Cet après-midi, il dit ceci. Dans sa conclusion, Lutundula dit: le gouvernement refuse de régler les problèmes. Mais demain, les problèmes vont lui régler les comptes. C'est ça la conclusion, n'est-ce pas, de Lutundula. On fait semblant. Nous avons un gouvernement aujourd'hui, qu'on se le dise, M. Jean-Marie, je connais... Mais est-ce que la Constitution, c'est le gouvernement? Je connais votre affection à Matata Le Parlement, c'est... Vos relations amicales avec Matata Pognon. Mais regardez, M. Jean-Marie Kassamba. Regardez, M. Jean-Marie Kassamba. Parmi les contraintes que la CENI... Parmi les contraintes que la CENI vous présente, Ludor me dit, soyez calme, il y aura l'élection locale. Non, ça n'aura pas lieu, M. Ludor. C'est impossible. Le local? Pourquoi? C'est impossible. Mais le calendrier est déjà fait. Le mec qui conquête un défi. C'est impossible. Mais les candidatures... Je vous ai parlé sur la loi. La loi qui devait être votée le 5 avril 2015. La loi sur la répartition des sièges pose encore problème. Nous sommes les 40e. Donc c'est déjà passé. Donc vous êtes en train de décourager les gens. Je ne décourage pas. Je ne décourage pas. Je suis dans la thèse de Lutundula qui pense que le gouvernement refuse de régler les choses, mais les choses vont... Mais le Parlement aussi... J'en arrive. Parce que qui vote les lois, c'est pas le gouvernement? J'en arrive. Non, je ne vais pas faire des élections. J'ai peur de la chaotique qui se pointe à l'horizon. Alors changeons de... Je vais conclure. Oui. Je vais conclure en disant, le vrai problème que nous avons, dans tout cela, parmi toutes ces contraintes-là, le vrai problème, c'est quoi? C'est notre gouvernement qui ne montre pas sa capacité. Mais le Parlement dans la mobilisation des recettes. C'est dangereux. Regardez comment, qu'est-ce que nous produisons. Regardez ce que nous produisons. Donc nous avons encore un Premier ministre incapable de mobiliser suffisamment les recettes. Vous allez loin. D'accord avec vous, monsieur. Vous allez loin. Quittons le stade amical et relationnel. Acceptons que Matata a du mal à nous mobiliser les recettes adéquates. Ça, c'est un problème. C'est une des contraintes qui va nous empêcher, M. Ludor, qu'on organise les élections locales. Mais dans les caisses de l'État, il y a de l'argent. Il faut que la classe politique se mette autour d'une table, réfléchir les choses, éviter la chaotique. Nous allons tout droit au chaos. Vite alors. Je ne voudrais pas répondre très vite. À mon éminent confrère, c'est son point de vue langage, mais je voudrais quand même, parce que le public nous suit, placer un détail technique important pour dire que les élections pour lesquelles on a organisé l'opération... Vous avez donné des chiffres tout à l'heure, hein? Ces élections couplées, provinciales et locales, font partie des arriérés de 2006. Et donc, la loi sur la répartition... C'est un terme qui n'existe pas. Attendez qu'il termine. La loi sur la répartition des sièges avait déjà donc réglé cette question-là. Et comme ce sont des arriérés, on va évoluer de cette façon-là. En ce qui concerne le financement de ces élections en cours, le gouvernement de la République a déjà décaissé près de 51 millions de dollars qui ont permis à la CENI de fiabiliser le fichier électoral et même de consolider les cartographies opérationnelles, ce qui va permettre... La CENI est le fichier électoral de 2011. Laissez-moi évoluer. Ce qui va permettre, bien entendu, la tenue de ces élections locales. Depuis 2014, il y a un plan de décaissement qui avait été déjà retenu par le gouvernement et la CENI, et on fonctionne par rapport à ça. Un autre plan de décaissement a été négocié il y a quelques jours avec le gouvernement pour pouvoir faire face aux défis d'autres scrutins. Donc je crois que cette je pense que Daniel est apaisé, mais on n'a pas mérite d'être souligné pour ne pas dérouter les électeurs. Nous avons intérêt à aller aux élections pour ne pas violer la Constitution, même quand on dit qu'on organise les élections. Voilà. Si on ne rend pas effective les 26 provinces,
corps de la contestation. Si on ne rend pas effective les 26 provinces, on viole la Constitution de la même manière qu'on a reproché aux uns aux autres de vouloir violer l'article 220. Mais c'est Jean-Marie, juste un petit mot. Oui, mais on va les arriérés. C'est dans l'inconstitutionnalité. Ce n'est pas un vocabulaire digne même des juristes. Non, vous êtes les arriérés, c'est dans l'inconstitutionnalité. Mais lorsque... Alors, disons un mot parce qu'il faut qu'on laisse la place au journal. Il faut qu'on laisse la place au journal. Nos frères... C'est pas Harold qui va me contredire. Nos frères qui me... Pourquoi il est d'accord avec moi? Quand même, bienvenue Bakoumania. On a appelé ici la diaspora à revenir travailler dans notre pays, à revenir reconstruire le pays, surtout contribuer quand même à cette refondation de l'État, quelles que soient les conditions, je veux dire, des difficultés. N'importe quel pays a des problèmes. On l'a vécu au Congo-Brazzaville. On a vu que ceux qui étaient au Congo-Brazzaville n'étaient pas aussi millionnaires que ça en traversant ici. On le voit en Angola. On est en train de le vivre aujourd'hui en Afrique du Sud. Est-ce que les Africains sont-ils conscients aujourd'hui que quand on vient déstabiliser vos pays avec démocratie, etc., on fait partir des dirigeants parfois pour déstructurer l'État, et que les conséquences ne sont pas bien gérées. Parce qu'on a écouté le Premier ministre italien chez Obama dire il faut stabiliser la Libye pour que ça s'arrête. Mais qui a tué la fin? Qui a détruit la Libye? C'est l'OTAN. C'est l'OTAN, avec les bombes italiennes. L'ancien Premier ministre... Avec les États-Unis. Les retours de flammes. Le retour de flammes. Jusqu'à l'Italie. Quel message pour ceux qui nous suivent, parce que cette émission est très suivie dans la diaspora, et y compris en Afrique du Sud, nos compatriotes ont l'air dit quoi? En tout cas, mes chers compatriotes, rentrez au pays. Nous qui vivons ici, en tout cas, moi je n'ai pas mauvaise mine. J'ai quand même bonne mine. Je mange le matembélé, tant bien que mal. Même si j'ai des difficultés à envoyer les enfants à l'école, des difficultés de transport, il n'y a pas d'électricité. Mais je suis calme dans mon pays. Chers compatriotes, vous couper la tête. Rentrez rapidement ici au pays. Et pour ce faire, les dirigeants doivent mettre des conditions, le minimum pour que nos compatriotes puissent revenir, notamment des facilités en termes administratifs, avec le ministère du commerce de l'étranger. Ils doivent être en mouvement. Et même moi, pas seulement les avions qu'on envoie, mais dès qu'ils arrivent, il faut un suivi, Jean-Marie. Il faut qu'il y ait un suivi de nos compatriotes qui doivent rentrer. Il faut les attirer à rentrer. Et moi, c'est que je déplore pour le moment. Et moi, j'aurais souhaité absolument, je vais terminer par là, que le président de la République passe un coup de fil à son homologue Zuma. Et que, après ce coup de fil, qu'il y ait au moins communiqué, que l'histoire retienne. Mais l'ambassadeur du Sud-Afrique s'est excusé. Ça ne suffit pas. Pour moi, il faut que... Surtout ne partez pas en... Non, Jean-Marie, ça doit être fait en haut lieu, et je sais que le président m'écoute. Le président peut appeler Zuma et lui dire toute sa protestation de manière officielle, et qu'après, il y ait un communiqué qui circule. Les Nigériens menacent de fermer les sociétés sud-africaines. Oui, ça va nous valoriser. Si notre chef de l'État fait sortir quelque peu des griffes, ça va davantage... Oui, tout en faisant bien la recommandation savante de Bienvenue Marie Bakoumania, je pense qu'il n'y a pas que la Maison Blanche qui doit publier un communiqué. Après avoir échangé de manière normale avec son homologue congolais, on publie un communiqué que l'opposition récupère dans tous les sens. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange est obligé d'échanger avec son homologue sud-africain par rapport à la situation que nos amis, nos compatriotes vivent. Et c'est quelque part une leçon. Je ne veux pas ajouter par rapport à la mine de Bienvenue Marie Bakoumania, celle de Kassamba, de Balekelaï, de Safoué, de moi-même, et sont clairs. J'invite les téléspectateurs à ne pas tenir compte de l'ironie de mon cher ami, sinon je risque de mettre sur la toutes les cartes de mon cher ami. Kassamba, je pense que vous êtes mieux placés. Nous autres, avec lui et les autres, on a eu à voyager en dehors de la République pour 2 semaines, 1 mois, on est revenu. Mais vous y avez vécu de manière permanente. Est-ce que vous pouvez dire à mes compatriotes qu'ils se bousculent au portillon de petits pays européens qui, dans l'ensemble, constituent toute la RDC. Toute l'Europe du Sud, prise dans son ensemble, c'est la RDC. Ils se bousculent. Vous pouvez leur dire qu'ils vivent mieux que les Congolais. Non, les difficultés sont partout. Ils n'ont qu'à revenir dans la République. Mais un mot à la République sud-africaine. Et cette République qui est devenue arrogante depuis un temps,
taxant les autres peuples, c'est pas l'État sud-africain. Je parle quand même, non, c'est une échappatoire. Je dis que cette république qui a vécu au babysitting de toute l'Afrique pendant la période de l'apartheid ne peut pas prétendre ne pas faire vivre certains pays africains à son babysitting. Encore qu'il faut qu'on nous prouve que la RDC vit au babysitting de l'Afrique du Sud. Cette arrogance doit s'arrêter. L'identité africaine, c'est la solidarité. Surtout que Mme Zuma, qui est à l'Union africaine, le dit souvent. Alors, une seconde. C'est mieux leader d'abord. Attendez, il y a un aspect très important. J'ai suivi Bienvenu. Je le protège, ça. J'ai suivi Bienvenu. Je reconnais que les gens reviennent, bien qu'ils... Vous ne voulez pas qu'ils reviennent? Attendez que je termine. Parce que lui-même est en train de partir. Quand Bienvenu lui-même, il reconnaît que je paye les frais scolaires difficilement, il devait ajouter, il se pose un problème d'électricité. C'est comme ça. Comme en Afrique du Sud, hein? Non, j'en arrive. Moi, je crois que le message de Bienvenu fait peur. Ali Popola, ne peut pas venir dans une société où se posent déjà des problèmes, une société cassée, comme dit Gabriel Marcel. Mais ici, moi, j'en profite pour condamner les gouvernements, condamner les chefs de l'État. Au nom des relations bilatérales, le Nigeria s'est prononcé, il a menacé l'Afrique du Sud. Attention avec mes concitoyens. Si ça continue, je vais gérer vos parts ici, vos entreprises qui sont ici. Voilà un État responsable. Chez nous ici, jusque-là, Matata ne s'est pas encore prononcé. Ce n'est pas Bienvenu qui doit demander à Kabila. Kabila lui-même, en tant que chef de l'État, il doit assumer. J'en arrive. Il doit assumer. Oui, mais il a compris le message. J'en arrive. On est à la fin de l'émission. Ici, il y a un problème de la responsabilité de l'État. On est à la fin de l'émission. Le Premier ministre ne se prononce pas. Pendant que ses concitoyens sont menacés, il est là, en cravate rouge. Le président ne se prononce pas. Il est là, Kingakati. Le message est un problème d'irresponsabilité. Mais je reviens pour conclure. Vous êtes déjà à la fin. Laissez-moi citer. Vous êtes à la fin. J'aimerais conclure. Oui. Moi, je pense que c'est aussi la politique du pays, l'Afrique du Sud. C'est l'expression, le peuple est en désarroi. Ce n'est pas la faute du peuple. Les Sud-Africains? Non, ce n'est pas la faute du peuple. Pourquoi? Ce n'est pas la faute du peuple. On n'a pas condamné le peuple. Nous condamnons la politique interne. Donc les Zoulous qui coupent les têtes, non. Où est la politique interne, n'est-ce pas, du pouvoir en place en Afrique du Sud? Ceci, c'est l'expression de la défaillance. Donc Zuma a échoué. Mais comment? C'est une défaillance. Il se pose un problème, n'est-ce pas, des lois qui doivent, n'est-ce pas, sécuriser. Aujourd'hui, partout ailleurs, les pays se sont développés par le métissage culturel. Les États-Unis ont compris dans tous les domaines, vous trouverez. Mais si cela commence à se passer en Afrique du Sud, aussi c'est un frein pour leur développement. Parce que le métissage constitue aussi un moyen pour le développement. S'ils commencent, n'est-ce pas, à bousiller la possibilité qui peut développer tout un pays, moi je crois que c'est la défaillance de la politique interne. Terminons pour qu'on laisse la place aux gens. Par rapport à cette question, calmement. Je voulais juste dire que le Nigeria, certes l'ami l'a effleuré, vient de menacer officiellement. Le Nigeria. Oui, le Nigeria vient de menacer officiellement. Il faut qu'on fasse la même chose. Oui, dans 48 heures, si les citoyens nigérians ne sont pas protégés en Afrique du Sud, eh bien toutes les entreprises sud-africaines au Nigeria vont être fermées. Moi, je ne conseille pas à la République démocratique du Congo la réciprocité, parce qu'il le faut aussi, en diplomatie, mais je suggère que... Mais est-ce que c'est une méthode du douane? Est-ce que la diplomatie ne peut pas jouer? Je suggère que le pays... Je suggère que les bonnes relations historiques entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo soient vraiment protégées et préservées. On a rappelé ce que le Congo a fait pour l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Il faut que l'Afrique du Sud soit reconnaissante par rapport à ça. Mais l'ambassadeur l'a dit. Que la xénophobie prenne une telle ampleur. Je ne veux plus revenir sur les propos des amis. Je crois que notre gouvernement doit assumer ses responsabilités pour protéger les Congolais. Et vraiment, nous avons un pays où il fait beau vivre. Les compatriotes qui estiment nécessaire de rentrer au pays peuvent rentrer. Mais je crois que par rapport à ce scénario qui se vit en Afrique du Sud, on brûle vif des Africains. Et ce sont les autres Africains qui les brûlent. Moi, je propose que la Belgique, qui avait mobilisé 1,5 million pour une enquête dans la fosse commune de Maluku, envoie cet argent aussi pour qu'on mène une enquête, parce que ce sont des crimes contre l'humanité en Afrique du Sud, pour que les auteurs de cette xénophobie et de ces crimes contre l'humanité soient sanctionnés, soient transformés à la CPI. Et je voudrais aussi, tout en privilégiant la grande commission
mixte Afrique du Sud, République démocratique du Congo en termes de coopération bilatérale, vraiment stigmatiser aussi la lenteur des autorités sud-africaines, même si Jacob Zuma a condamné, mais son fils est aussi mêlé à ces actes au niveau des Durban à partir de ses propos, mais aussi l'autorité traditionnelle des Durban, du KwaZulu-Natal qui est à la base de la situation. Donc, il faut que la Cour pénale internationale puisse... Dénonçons l'irresponsabilité du gouvernement. Vous allez vous le dire. Le gouvernement est défaillant. Merci beaucoup. Aucune personne ne se prononce. Merci beaucoup. Comme vous n'avez pas un premier ministre. L'émission est terminée, Daniel Safo. Calmez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. On va suivre de très près cette actualité, surtout en Afrique du Sud, pour savoir comment les choses évoluent sur place. On condamne, comme on l'avait fait sur la situation au Congo-Brazzaville et en Angola d'ailleurs. On condamne et on soutient fermement nos compatriotes et les pays vous attendent. Il faut revenir parce qu'on est mieux que ce soir. C'est bienvenu, l'a dit tout à l'heure. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours autour de la table. Dans quelques instants, le journal d'Arlette Matundo, auquel on a piqué quelques minutes. Mille excuses. La semaine prochaine. Bye bye.